Je dois être honnête avec vous, je suis un peu perdu. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais une vidéo qui n'est pas Dragon Ball, enfin, plus ou moins. Donc je ne savais pas quelle intro faire. Est-ce que je faisais mon classique et bonjour, tout ça? Bien sûr que je vais le faire. Mais là quand même, c'est pas du Dragon Ball, c'est du Pulp Fiction. Et Pulp Fiction, ça mérite sa propre intro. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Et bonjour! Comment ça va, amigos? Alors, ce confinement, pas trop dur? On s'en souviendra de cette année de... Oh non, quelle année on est là déjà? Je ne sais plus. Les jours passent et défilent et se ressemblent. Tous, finalement. Mais ce confinement, en tout cas pour moi, est aussi l'occasion, c'est-à-dire de me refaire un petit peu tous mes classiques, tous les films que j'ai aimés au moins une fois dans ma vie, que j'ai adorés, que j'ai vus et revus et que j'avais plus vus depuis longtemps. Et Pulp Fiction en fait partie. Comme je l'ai dit, je me suis aussi remis à Dragon Ball Super. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur chaque arc, je ne sais pas, on verra. En tout cas, quand tu commences à avoir une certaine critique, quand tu commences à avoir un certain esprit critique, tu peux aborder le cinéma sous un autre angle. Et quand tu commences à avoir cet esprit critique un peu aiguisé, tu comprends pourquoi Tarantino est de loin l'un des meilleurs réalisateurs de la planète. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, si vous aimez Tarantino, je vous propose un petit jeu. Mettez-moi en commentaire votre classement des 5 meilleurs films Tarantino, du 5e au 1er. Si je devais faire le mien, je dirais que ce serait tout en bas les 2 Kill Bill, juste au-dessus Reservoir Dogs, encore au-dessus Pulp Fiction, Jackie Brown, pardon, pas Pulp Fiction, Jackie Brown. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique. En 2, Inglourious Basterds, pour la fin, et puis pour toutes les gimmicks, et puis pour le... Et en 1, évidemment, j'en aurais pas fait une vidéo sinon, Pulp Fiction. Donc Pulp Fiction est effectivement mon Tarantino préféré pour les raisons que nous allons évoquer maintenant. Pulp Fiction, réalisé par Sir Quentin Tarantino, est paru en salle en 1994, surprend et séduit immédiatement son public comme l'apogée du réalisateur, tant au niveau scénaristique, musical, visuel grâce à un étalonnage précis apportant une atmosphère chaude et agréable tout le long du film, une répartition non linéaire de la narration, c'est-à-dire que l'intrigue n'apparaît pas dans l'ordre cohérent de l'histoire. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi après. Un jeu d'acteurs extraordinaire, dialogue mythique, tout y est. Le film, sur lequel peu de gens dans le milieu misaient avant sa sortie, car film à petit budget, sera finalement apprécié bien au-delà de ses attentes, ce qui lui vaudra la Palme d'Or du Festival de Cannes 1994 et l'Oscar du scénario le plus original l'année d'après, pour être reconnu en 2007 par l'AFI, l'Institut du film américain, comme 97e meilleur film de tous les temps. Du coup, si c'est américain, peut-être qu'ils connaissent pas le Dîner de con, mais enfin, passons. Ce qui est un exploit absolu pour un film réalisé avec si peu de budget. Et quand je dis petit budget, je parle d'un budget fixé par la maison de prod Band Apart à 8 millions de dollars. Pour vous donner une comparaison, Les Tuches 3 a coûté quasiment le double de ce budget à produire. Pulp Fiction a donc su marquer les esprits par l'ingéniosité de son réalisateur. Tarantino y déploie tout son génie, alternant entre sadisme et violence et un humour marquant et mythique, en passant par des gros plans toujours bien étudiés. Soit dit en passant, ce gros plan qui nous a tous mis en appétit aurait vraiment pu servir de packshot pour le dit Big Kahuna, qui n'existe pas, soyons d'accord. Et des dialogues complètement décalés comparant les menus McDonald's européens et américains, l'apparition ou non de Dieu dans nos vies, l'importance accordée à un massage de pied, sans compter sur l'indiscutable danse interprétée par Travolta et Thurman sur du Chuck Berry dans un restaurant qui donnerait envie à n'importe quel fan des 50s, et l'indémodable est repris par Monsieur Efkan Kurnaz dans toutes ses vidéos. Ça fait du bien par où ça passe. Et justement, je voudrais revenir, avant de commencer vraiment la vidéo, sur cette histoire de narration non linéaire. Donc effectivement, quand on regarde Pulp Fiction, on se dit que ce film est génial, parce que en fait, l'histoire est vraiment présentée, en tout cas, ça nous donne l'impression, dans le désordre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué en fait de donner un synopsis de Pulp Fiction, ou quand quelqu'un ne l'a jamais vu, qui te demande « mais de quoi ça parle Pulp Fiction ?» c'est un peu compliqué de répondre. Va essayer d'expliquer ou de résumer brièvement Pulp Fiction.
tu vas galérer. Voici le synopsis que Allociné nous donne. L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Ouais. C'est pourri. Mais en même temps, je vois très très mal comment j'aurais pu moi-même le résumer. Franchement, si je devais moi-même essayer de résumer Pulp Fiction retrace les aventures de Jules et Vincent, 2 malfrats chargés de récupérer une mallette pour le compte du boss de la pègre hollywoodienne Marcellus Wallace, dont la femme toxicomane frôle l'overdose, pendant que ce dernier cherche à régler ses comptes avec Butch, un boxeur meurtrier en cavale. De toute façon, j'ai jamais été très doué pour les résumer, quoi. Enfin, comme je disais, c'est quand même un film dont la narration non linéaire a fait le succès, et justement, je voudrais revenir sur cet aspect narration non linéaire. Je voudrais apporter un éclaircissement, ou plutôt mon point de vue, sur cette partie-là. En fait, quand il réfléchit, c'est vrai que c'est pas dans l'ordre, mais regarde, ça commence ensuite avec le chapitre, enfin, ça commence avec Jules et Vincent qui vont effectivement tuer des mecs. Sur le chemin, Vincent dit à Jules que le lendemain, il va sortir avec la femme de Marcellus Wallace. Ensuite, on enchaîne avec le chapitre de Mia qui commence avec la discussion entre Butch et Marcellus Wallace, mais dans lequel, justement, il y a aussi une petite référence au fait qu'il va sortir avec Mia, et d'ailleurs, le chapitre, c'est sur Mia. Ça se termine avec Jules qui rentre chez lui après avoir sauvé Mia de l'overdose, et ensuite on enchaîne avec le chapitre de Butch, dans lequel d'ailleurs, si tu te souviens bien, une fois que Butch a gagné son match de boxe, à un moment donné, il y a Vincent qui rentre dans une pièce et il reconnaît Mia, donc ils se reconnaissent parce que juste avant, ils sont sortis ensemble, etc. Et Vincent qui crève à la fin de ce chapitre. Donc jusque-là, l'histoire est tout à fait cohérente. D'ailleurs, la fin du film Pulp Fiction, c'est la fin de ce chapitre avec Butch. Pour ceux qui ne le savent pas, ça là, c'est la fin de Pulp Fiction. Enfin, c'est la fin de l'histoire de Pulp Fiction. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, si le film s'arrêtait là, on se demanderait effectivement, mais du coup, les 2 braqueurs du début, ils sont où? Mais quelque part, à ce moment-là de l'histoire, les 2 braqueurs, on les a complètement oubliés et on s'en fout, quelque part. Et l'histoire pourrait très bien s'arrêter là. Mais c'est seulement ensuite qu'on ne voit pas, non, un nouveau chapitre, mais la suite du premier chapitre. Avec justement Jules et Vincent qui ont tué les jeunes, là ils se barrent, et puis Vincent tue accidentellement Marvin, mais on va revenir là-dessus après. Donc moi, si tu veux, ce film, je l'ai toujours, enfin cette partie du film, la fin là, étant donné que de toute façon sans elle, le film marche très bien, et on va encore revenir là-dessus, moi j'ai toujours considéré ça, pas comme la fin du film, mais plutôt comme une partie bonus, sans laquelle le film aurait pu continuer, mais c'est mon avis. Voilà, c'était juste petite analyse sur cette histoire de narration non linéaire. Enfin voilà, ça ne répond pas de toute façon à la question annoncée dans le titre de cette vidéo. Et je vais l'énoncer maintenant. Parce que moi, à chaque fois que je regarde ce film, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais j'ai personnellement l'impression d'avoir regardé 3 films différents. Et la dernière fois que je l'ai revu pour faire cette vidéo, je me suis dit, bon, on va essayer de comprendre pourquoi on a l'impression de voir à chaque fois 3 films différents. Et la première partie, c'est tout simplement les personnages. Comment qualifier les personnages de Pulp Fiction? Quels personnages qualifiés de principaux? Quels personnages qualifiés de secondaires? Compliqué, n'est-ce pas? Et pour cause, Pulp Fiction est un assemblage de 3 chapitres étant, comme je le dis, 3 mini-films avec leurs acteurs principaux et secondaires. Dire que Vincent serait un personnage principal est vrai, il apparaît dans les 3 chapitres. Mais dire que Butch est un personnage secondaire parce qu'il n'apparaît que dans un chapitre, et qu'on le voit vite fait dans un autre, serait-il vrai pour autant? Non! Car il est tellement principal dans le chapitre de la montre en or qu'il ne peut pas être relayé au rang de personnage secondaire. Pareil pour Jules. Il n'apparaît que dans 2 chapitres et vite fait dans un 3e. Pourtant, peut-on dire que c'est un personnage secondaire? Je ne crois pas. Et de la même manière, Marcellus Wallace qui apparaît dans 2 chapitres, pour autant peut-on dire que c'est un personnage principal? Eh bien non, je le mettrais plutôt en secondaire. Pareil pour Mia. L'explication est la suivante. Le travail de chaque personnage est complètement différent. Et la personnalité de chacun a été tellement travaillée et bien interprétée que chaque personnage du film est complètement unique, voire cliché. Vincent Vega, le bandit d'honneur, qui peut tout autant tuer froidement un type pour de l'argent, mais qui par principe ne peut pas laisser partir des voleurs sans intervenir. Butch, le cogneur aux gros muscles, qui n'a peur de personne et qui se comporte comme un caramel auprès de sa copine française, Fabienne, avec laquelle il se comporte comme un canard. Mia, la camée déjantée, qui fait de son mieux pour avoir l'air d'être autre chose que la bonne femme du boss de la pègre, même si son comportement irresponsable la trahit complètement. Et puis Jimmy le trouillard, Wolf le sang-froid, Trudy la trouée, sans compter sur Esmeralda, la chauffeur de taxi que ça excite de savoir ce que ça fait de tuer un homme à main nue. Et justement, parlant d'Esmeralda et de cette fameuse discussion qu'elle a avec Butch dans le taxi, ça va me permettre
permettre de rebondir sur le deuxième point qui fait que ce film te donne littéralement l'impression de voir 3 films en un, c'est tout simplement les dialogues de Pulp Fiction, qui sont à la fois extrêmement riches, extrêmement longs et absolument pas chiants ou ennuyeux. Parce que si tu prends chaque chapitre séparément, chaque chapitre contient des dialogues qui sont complètement tordus et qui n'ont absolument rien à foutre dans le contexte dans lequel on les montre. C'est ce qui rend le film encore plus culte. Le film commence sur une discussion complètement loufoque sur les différentes manières de braquer, puis on enchaîne sur la différence entre le McDo européen et américain, sans oublier le débat sur ce que peut bien représenter un massage de pied. On enchaîne sur un chapitre qui démarre par l'importance de l'amour-propre, avant d'enchaîner sur la passion du piercing, puis d'entendre les états d'âme de Vincent sur les gens qui se permettent de rayer les voitures, enfin la fameuse discussion au restaurant avec Mia. Le troisième chapitre démarre lui aussi sur un monologue qui explique à Butch comment il a récupéré sa montre après que celle-ci ait traîné d'anus en anus pendant des années, puis on enchaîne sur la fameuse discussion entre Butch et Esmeralda. Enfin bref, je vais pas faire tous les dialogues du film, mais tu comprends mon point de vue. On passe toujours d'un dialogue à un autre, des dialogues qui sont toujours plus intéressants les uns que les autres, et qui révèlent à chaque fois un aspect de chaque personnage qui tient ce dialogue. Et en plus, c'est jamais des dialogues vachement compliqués à comprendre ou vachement science-fiction, tu vois. C'est vraiment des dialogues que même toi, tu pourrais avoir avec n'importe qui. D'ailleurs, tu te demandes si à chaque fois qu'il fait des films, parce qu'il y a énormément de dialogues dans chaque Tarantino, tu te demandes si c'est pas des dialogues qu'il a entendus quand il était dans un bar ou bien que lui-même a eu avec ses potes, tu vois. Encore une fois, c'est ça qui fait le génie de ce réalisateur-là, c'est que il propose des dialogues, des films tellement riches avec des dialogues tellement simples que tu es obligé d'accrocher et que tu te sens pas laissé de côté parce que tu comprends tout et qu'il n'y a pas de longueur. Et bien sûr, le dernier point qui fait que chaque chapitre pourrait être un film en soi, c'est tout simplement le rebondissement, les rebondissements, je veux dire, dans chacun des chapitres. Parce que dans chacun d'eux, il y a toujours un moment, un rebondissement, un truc complètement inattendu, complètement fou, qui fait redémarrer l'intrigue du chapitre. Non mais quand il réfléchit, regarde les choses sous cet angle. Sachant que pour chaque chapitre, ça monte crescendo à chaque fois le moment qui fait basculer en termes d'intensité. On démarre avec le chapitre de Mia pour suivre l'ordre d'apparition dans le film et pour te montrer quelque part une ascension. Tout se passe bien, Vincent va acheter sa cam, il va récupérer Mia, ils ont une petite danse, il y a un petit jeu de séduction, et au moment où il va pour se barrer, alors que nous on se dit il va craquer, il va se la taper et le film va partir sur une histoire entre Vincent et Mia, et pas du tout en fait. Cette teubée sniffe un rail d'héros et vas-y l'angoisse qui commence pour la réveiller. Chapitre avec Butch, le mec tue son adversaire, donc déjà tu devines qu'étant donné qu'il avait passé un contrat avec Wallace, il vaut mieux qu'il se taille d'ici. Mais non, sa femme a oublié la montre, donc il faut qu'il retourne chez lui pour la chercher. Ça pourrait s'arrêter là. Mais non, chez lui il croise qui? Vincent, et il fait quoi? Il le bute. Donc, un des personnages principaux crève comme ça, d'un coup. Bon, quelque part c'était logique que Butch tue Vincent, puisqu'il y a eu une petite altercation au bar, justement dans le chapitre de Mia. Et puis ça pourrait s'arrêter là. Penses-tu? Il se barre et il croise qui? Marcellus en personne, qui sort du Starbucks ou on sait pas d'où. Et on pourrait se dire qu'ils vont se courser et que l'un va tuer l'autre. Pas du tout. Ils atterrissent tous les deux chez ce mec-là, qui pourrait tout à fait appeler la police. Penses-tu? Tu sais ce qu'il fait? Je te le donne en mille. Il appelle son pote Z et décide de les violer l'un après l'autre. Et on repart sur le troisième ou premier chapitre, tu l'appelles comme tu veux. Jules et Vincent récupèrent une mallette pour Marcellus, tuent deux jeunes et récupèrent le troisième qu'on devine être leur indique. Et voici l'élément déclencheur de l'intrigue. Attention, ça va très vite. Arrête tes conneries, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh le con, Vincent, mais t'es malade. On se le remet encore une fois pour être sûr d'avoir bien vu. Arrête tes conneries, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh le con, Vincent, mais t'es malade. What the fuck. Niveau histoire qui dérape de manière complètement inattendue, je crois que tu peux pas faire mieux. Bon, et à la fin, effectivement, il y a le braquage. Il fallait quand même nous expliquer où ils étaient passés ces deux cons. Finalement, quand y penses, non seulement t'as l'impression de voir 3 films en un, mais en plus tu pourrais les regarder les 3 séparément, que ça changerait rien. Je veux dire, ils sont tous indépendants, ces chapitres-là, tu comprends? Pense à chacun d'entre eux, vas-y, pense à chacun des chapitres de Pulp Fiction et dis-moi si tu pourrais pas les regarder juste séparément, sans avoir besoin de celui d'avant ou celui d'après. T'as besoin de rien dans chaque chapitre, tu pourrais les regarder séparément. Ils ne dépendent pas les uns des autres. Et justement, tout le génie de ce film, en fait, c'est d'avoir écrit 3 chapitres différents, 3 histoires complètement différentes, et de les avoir juste liés avec quelques petits outils de narration qui les joignent les uns les autres. Par exemple, les fringues de Jules et de Vincent quand ils rentrent dans le bar, dans le chapitre de Mia.
Ben, en fait, tu comprends qu'ils ont ces fringues à la fin, quand ils se sont débarrassés du cadavre et qu'ils ont mis des fringues pourries. Ou bien quand, comme je disais au début, quand Vincent et Mia se disent bonjour dans le chapitre avec Butch. Mais ils se disent bonjour pourquoi? Parce qu'ils se sont connus juste avant. Mais en soi, t'as pas besoin de le savoir. T'as pas besoin de savoir d'où viennent ces fringues et t'as pas besoin de savoir que Mia et Vincent se connaissent. C'est ça le génie du film, en fait. C'est d'avoir écrit 3 histoires différentes et de les avoir liées par des petits trucs. Mais en soi, les 3 histoires n'ont pas besoin d'être liées. Elles sont indépendantes. Dans beaucoup de films, dans quasiment tous ces films, Tarantino divise le film en chapitres. À chaque fois, c'est comme ça. Mais il y a une histoire, il y a une cohérence, comme dans Pulp Fiction, il y a une cohérence. Mais si tu veux, tu peux pas prendre un chapitre de Kill Bill en plein milieu et puis sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir ce qui s'est passé après. Ou Reservoir Dogs, pareil. Il faut que il y a un fil à suivre, tu vois. Pulp Fiction, c'est le seul dans lequel c'est vraiment 3 chapitres, 3 épisodes différents, mais que tu pourrais regarder chacun séparément et ça poserait aucun problème. Aucun. Voilà, je pense donc avoir réussi, à mon humble avis, à répondre à la question que personne ne se posait à part moi. Pourquoi on a l'impression de voir 3 films en un? Voilà amigos. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format analyse de film que moi j'aime bien vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai pas d'annonce à faire, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais bon, confidé, on fait ce qu'on peut quoi. Voilà, je vais peut-être me refaire une petite Dragon Ball là dans pas longtemps. En tout cas, je me fais tous les épisodes de Super en ce moment, je me les refais tous. Et franchement, je kiffe plus que la première fois que je les ai vus. Donc j'espère que ça va continuer dans cette voie. Allez amigos, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. N'oubliez pas de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.